Eh bien, bonjour, bienvenue au caveau de la Huchette. En quelques mots, le caveau de la Huchette a été ouvert sous le nom caveau de la Huchette en 1946. Et le premier groupe de jazz qui est intervenu ici, c'était Claude Bolling, que tout le monde connaît, ce fabuleux pianiste et aussi compositeur de musique de film exceptionnelle, dont entre autres Borsalino. Le caveau de la Huchette a survécu à toutes les modes anti-jazz avec les discothèques et tout ce qui s'est passé bien sûr depuis 1946. Et aujourd'hui, le caveau de la Huchette est toujours bien vivant. Il y a toujours beaucoup de jeunes qui viennent ici danser sur le jazz. Et nous avons eu évidemment des musiciens exceptionnels tout au long de cette période. Il y a eu, pour les gens qui connaissent Claude Luther, quand même, qui était une star de jazz en France. Il y a eu le 30e anniversaire qui a été célébré ici au caveau de la Huchette avec Lionel Hampton, qui était un immense showman et musicien vibraphoniste américain. Et puis il y a eu Manu Dibango, il y a Rhoda Scott, l'organiste aux pieds nus, il y a eu Maxime Sorry, qui était un clarinettiste très célèbre dans les années 60, etc., etc. On ne peut pas évidemment tous les nommer, Zanini pour ceux qui tu veux ou tu veux pas, etc. Et puis aujourd'hui, le caveau de la Huchette continue et nous avons, et là je vais passer le micro à mon fils, nous avons la chance d'avoir un film célèbre qui vient de sortir qui donne un petit coup de pouce médiatique au caveau de la Huchette et ça fait beaucoup de bien. Alors effectivement, on se retrouve dans l'actualité et c'est une bonne surprise pour nous puisque dans le film La La Land, l'enseigne du caveau de la Huchette apparaît. Quelques secondes, mais ça suffit pour un film qui est vu dans le monde entier et qui a plusieurs millions d'entrées, enfin 1,5 million en France en ce moment, à améliorer la fréquentation de l'établissement. Donc la production nous a contactés en septembre 2015 en nous demandant juste de pouvoir utiliser l'enseigne du caveau et nous demandant également quelques clichés pour s'en servir pour reproduire des décors du film. Donc nous, on s'est retrouvés dans ce film et la grande surprise a été vraiment d'avoir des mails d'Américains déjà à la fin de l'été là, pour nous demander si il était possible de visiter et si le caveau était ouvert tous les soirs. Donc effectivement, depuis la sortie de ce film, on a la chance d'avoir une fréquentation importante et surtout d'avoir rajeuni la clientèle qui maintenant on a des jeunes quand même d'une 20-30 ans qui viennent au caveau de la Huchette alors que le jazz malheureusement attirait quand même une clientèle un peu plus âgée que ça. Il y a eu de nombreux films ici qui ont été tournés, dont le dernier de Sophie Marceau, là. Mais malheureusement, ils appelaient ça la cave. Alors évidemment, les gens ne faisaient pas le rapprochement avec le caveau de la Huchette. Alors que là, La La Land, c'est vraiment le caveau de la Huchette qui a été recréé dans le film. Mais ce n'est pas par hasard, je dirais, que le caveau de la Huchette a été choisi, puisque le caveau de la Huchette, c'est un peu le symbole des clubs de jazz, non seulement en France et en Europe. C'est un des clubs les plus célèbres, même aux États-Unis. Et la plupart des musiciens américains sont très étonnés quand ils viennent jouer ici, parce que le fait de danser, avoir devant eux des danseurs, n'existe pas aux États-Unis. Ce sont des clubs de jazz traditionnels où les gens écoutent religieusement, alors que le caveau de la Huchette, c'est une ambiance à part. Vous savez que quand vous allez à New York la première fois, vous avez toujours envie d'y retourner. Je crois que quand vous venez au caveau de la Huchette, vous avez aussi envie de revenir. On vient bien sûr pour les musiciens, mais on vient pour danser et on vient pour l'ambiance exceptionnelle du caveau de la Huchette. Alors le caveau de la Huchette a été copié à Liverpool par un étudiant anglais qui faisait ses études, donc il y a plus de 60 ans maintenant, qui faisait ses études à la Sorbonne. Il a donc recréé ce qui s'appelle à Liverpool la caverne, qui est devenue la tour Eiffel de Liverpool, tout simplement parce que les Beatles ont commencé leur carrière dans cette caverne. Ils ont joué 300 fois, plus de 300 fois à la caverne. Après, il y a eu tous les stars du rock'n'roll qui se sont produits là-bas et qui continuent d'ailleurs à se produire. Et le caveau de la Huchette, qui fête ses 70 ans cette année, a été invité à fêter le 60e anniversaire de cette fameuse caverne à Liverpool.
Et nous, en tant que musiciens de jazz, c'est la première fois qu'un musicien de jazz mettait les pieds dans cette caverne, puisque c'est toujours du rock'n'roll. Et ma foi, ça s'est très bien passé. Les gens étaient très réceptifs. Voilà. Il y a un moment donné où je me suis posé une question très grave, profonde pour mon rôle de médiatrice scientifique. C'est au moment où il y a eu la création, ou la captation plutôt, de l'image de la naissance de l'univers. On appelle ça l'image du fond diffus de l'univers. Et c'était une nouvelle considérable que l'humanité, tout d'un coup, soit capable de prendre une image de notre univers en train de naître il y a 13 milliards 800 millions d'années. Donc, comment faire passer ça à mon public en 3 minutes, quand il est au volant de sa voiture, ou qu'il se lave les dents, et qu'il a bien entendu beaucoup d'autres choses dans la tête. Et pourtant, je trouvais que c'était une nouvelle très importante, parce que ça nous renvoie à notre histoire, qui est liée à l'histoire de l'univers en expansion, qui est née du vide. Ça aussi, c'est un mystère que les scientifiques essayent de percer, parce que d'où vient cette matière, effectivement, dont nous sommes issus. Tout ça, je trouvais qu'il fallait que le public sache tout ça. Et que notre univers est en expansion, que tout ce qui existe est en expansion, que rien n'est figé, le caveau de la Huchette évolue, tout comme tout ce qui existe. Ça, c'est quand même plus jeune que... Oui, c'est un petit peu mais justement, ça continue quand même. Donc, dans 70 ans encore, vous ne serez plus là, ce sera repris, peut-être que ça n'existera plus, peut-être qu'au contraire, ça aura donné naissance à quelque chose d'autre. Et l'histoire notre histoire, ça n'est que ça. Ça n'est que des événements imprévisibles qui font qu'un jour, effectivement, la vie est venue sur Terre, et surtout le grand mystère, toute cette organisation de la matière, de hasard en hasard, crée de la conscience. Donc tout ça, moi, je trouve que c'est fascinant. Voilà. Et c'est à force d'écouter mes scientifiques, là, que j'interviewais quotidiennement, donc j'ai eu le temps quand même de me rapprocher de toute cette culture scientifique et de la recherche fondamentale en particulier. Je voulais absolument que le public donc soit convaincu que cette image était importante pour eux. Et pour ça, je me suis dit, mais comment le leur faire comprendre ? Parce que déjà, c'est compliqué d'imaginer comment on a pris une image aussi lointaine, dans le temps et dans l'espace. Alors donc, j'ai fini par me dire, et puis je voulais aussi que ce soit tous ceux qui n'ont évidemment pas accès à tout ça, c'est-à-dire les jeunes gamins de banlieue, parce que je pense que s'ils comprennent un jour qu'ils sont des poussières d'étoiles, qu'ils sont eux-mêmes faits de cette matière qui a été créée par les étoiles, ça ne peut que rendre bon. Enfin, je sais pas, mais ça ne peut que donner envie de célébrer la vie, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est, quoi. Alors donc, je me suis dit, la meilleure façon, c'est justement pour me rapprocher de ces jeunes-là, c'est la musique, c'est la danse, c'est le spectacle, c'est tout ça. Alors, j'en ai parlé autour de moi, et bien entendu, tout le monde a regardé avec des yeux ronds, parce que je leur disais, vous voyez, l'image du fond diffus de l'univers, elle va nous être proposée par l'Europe en 2013. Il faudrait que, quand elle sort, on la projette sur les plus magnifiques endroits du monde, comme les chutes du Niagara, sur l'Arc de Triomphe. Alors évidemment, on me regardait avec des yeux ronds, jusqu'au jour où il y a un physicien
des particules qui s'appelle Michel Spiro, qui était président du conseil du CERN à l'époque, c'est-à-dire le grand accélérateur de particules qui se trouve à Genève. Je le rencontre là par hasard. Je l'avais entendu dire qu'il voulait utiliser l'expression artistique pour faire passer justement toutes ces sciences qui sont difficiles d'accès a priori. Et donc je lui ai dit, bah, vous qui parlez d'art pour divulguer les sciences, voilà mon idée. Et à ce moment-là, il était président du conseil du CERN, donc c'était un monsieur très très occupé. Et il me dit, ça m'intéresse, on se revoit. Alors, en effet, il m'a envoyé quelqu'un de son équipe pour aller plus loin dans cette idée. Et puis, il m'a fait savoir que la sortie de cette image allait correspondre très certainement, parce que c'était en 2011-2012, très certainement à la découverte du boson de Higgs. Alors, le boson de Higgs, vous pensez bien que c'est encore presque plus compliqué à faire passer comme idée. Mais, et là, je me suis rendu compte que l'événement extraordinaire était doublement extraordinaire, parce que le boson de Higgs, qui a finalement été découvert en 2012, qui avait été prédit 50 ans avant, notamment justement par Peter Higgs. Non, par Peter Higgs. Par Peter Higgs, c'est pour ça qu'on appelle le boson de Higgs, mais aussi par d'autres, François Englert, Robert Braut, et qui ont eu tous les trois le prix Nobel. Donc, après cette découverte. Et donc, ce boson de Higgs fait partie des sciences de l'infiniment petit. Alors que l'image du fond diffus de l'univers, l'image de la naissance de l'univers, fait partie des sciences de l'infiniment grand. Et évidemment, les scientifiques de l'infiniment petit faisaient la gueule aux scientifiques de l'infiniment grand et vice-versa. Et donc, ils ne s'étaient jamais rencontrés jusque-là. Ils se disaient, oui, ils se servent de nos connaissances pour vendre leur science, etc. Et là, expérimentalement, pour la première fois, ces deux extrêmes, ces deux disciplines de deux grands extrêmes pouvaient se rencontrer et travailler ensemble. Donc c'est devenu un projet qui est devenu énorme, et donc Michel Spiro a proposé au CERN, dont il était le président du conseil, donc effectivement il avait une oreille, quoi. Donc au service comme du CERN, qui a dit ok, on en fait un projet européen. Alors effectivement, donc je vous passe après les trucs, ça a été épouvantable. Tout s'est cassé la gueule, on n'a pas eu d'argent, il y a les prédateurs qui voulaient piquer tout, transformer les idées pour leur propre compte. Enfin, j'ai vécu toutes les horreurs de la production. Mais donc finalement, comme tout s'est cassé la gueule, le CERN a dit on garde quand même la nuit des origines, car c'est comme ça qu'on avait lancé le projet, qui devait être une formidable fête. On avait imaginé des danses, de la musique et tout, et puis tous les mômes qui se seraient précipités pour le spectacle, et grâce à quoi on leur a en même temps fait passer des messages qui sont de l'ordre de la connaissance, qu'ils n'auraient jamais eu autrement, quoi. J'ai quand même réussi à réunir dans la grande salle de l'UNESCO 20 scientifiques, les plus proches, dont François Englert, d'ailleurs, qui a eu le prix Nobel 2 mois après, et tous les scientifiques principaux qui étaient concernés par l'image du fond diffus de l'univers et par le boson de Higgs. Et la salle était pleine, 1200 personnes, et j'avais mis autour de cette... Donc ils étaient tous les 20 là. Puis moi je les avais préparés, parce que tous ces grands scientifiques, quand on les invite en général, c'est pour parler 1 heure, au moins. Hein?
Et donc là, j'avais été les voir les uns après les autres en disant c'est 5 minutes. Et il ne faudra pas dépasser parce que c'est une fête, c'est pas des conférences. Ce que vous devez nous faire passer, c'est votre jubilation à fouiner dans ces univers inaccessibles, même à l'imaginaire. Donc faites-nous passer cette jubilation-là, amusez-nous, et puis donnez envie aux gens qui sont dans la salle de comprendre un peu plus, mais ne cherchez pas à nous faire comprendre ce soir-là. Et bien ça s'est super bien passé. Là, ils nous ont amusés pendant toute la soirée. Ça a été une soirée vraiment très 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 réussie. Donc ça marche très bien. Pour le moment, je suis en résidence dans un petit théâtre qui est celui du théâtre de la Reine Blanche. Vous le connaissez? 156 places. Oh, mais moi j'adore ce théâtre. Alors oui, parce qu'il a été repris, voilà, et ça a été ma chance, parce que c'est grâce à ce petit théâtre que j'ai pu lancer les Labo Origins, parce qu'il me fallait une scène, et j'en avais pas. Et j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas non plus louer une salle. Donc, cette personne qui s'appelle Elisabeth Bouchot, un jour me téléphone en me disant je suis physicienne, je viens d'acheter le théâtre de la Reine Blanche. Je pense que nous devrions parler, que nous avons des choses à faire ensemble, parce que je voudrais connoter ce théâtre, effectivement, la science théâtre, quoi, science spectacle. Donc, effectivement, elle m'a permis comme ça de jouer, de faire jouer mes premiers Labo Origins dans ce petit théâtre, et qui a fait démarrer complètement le concept. Alors, le concept, c'est que ça peut être avec un seul scientifique ou un seul artiste, oui. Comme ça peut être avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et un scientifique ou 20 scientifiques. Je veux dire que... C'est adaptable, on peut l'adapter. Tout est ouvert. Mais le concept de base, c'est ça qui est important. C'est pas uniquement comme un plateau de télé, on met un scientifique qui parle et puis un violoniste qui joue du violon. C'est pas ça, c'est quand même pas ça, quoi. Donc là, ça veut dire que on demande aux scientifiques de venir non pas faire des conférences, mais de faire partager ce qui les anime émotionnellement et de nous faire partager leurs connaissances par ce biais-là, ce qui n'est pas facile, surtout quand on les met sur une scène de théâtre, parce que là, ils arrivent, ils ont les feux de la rampe en pleine figure, ils ne voient pas le public. Et eux, ils sont habitués à faire des conférences où ils parlent avec des gens dont ils voient le regard et sur lequel ils s'appuient, et puis ils ont des PowerPoint très emmerdants, donc tout ça c'est interdit, il n'y a pas de tout ça. Donc là c'est vraiment, ils deviennent acteurs, et les artistes doivent eux exprimer émotionnellement, ne leur demandent pas C'est une improvisation en fait. Ouais, mais alors moi j'ai essayé au début, mais j'ai compris que l'improvisation c'était pas possible. Il faut une préparation. Alors au début, effectivement, au théâtre de la Reine Blanche, on a fait de l'impro, mais on a très vite compris que c'était injouable, quoi. Donc il y a une préparation. Et qui est surtout une préparation qui vient actuellement des artistes, puisque comme c'est des professionnels de la scène, ils savent ô combien la préparation est très très importante. Mais les scientifiques, ils n'ont pas encore compris. Donc il y a tout un travail de fond qui est assez compliqué, mais on avance, on progresse. Et chaque labo, c'est une aventure nouvelle, sur un thème nouveau, tout ça, voilà. Et puis alors je cherche aussi à être dans l'actualité. Par exemple, là il y a le théâtre, la scène nationale de Blois, qui nous a proposé de faire un Labo Origins le 21 mars prochain.
Et là, ça sera sur le thème des découvertes des ondes, à partir de cette découverte des ondes gravitationnelles. Personne ne sait ce que c'est que les ondes gravitationnelles. Tous les scientifiques nous disent « Ah, c'est génial, etc. » Mais bon, nous, on s'en fout complètement. Donc à Blois, on va... D'abord, les scientifiques vont nous raconter en quoi cette découverte est importante, mais on va... moi, j'aime bien aussi mélanger les disciplines. Et donc là, il y aura un biologiste. Alors, les biologistes n'ont rien à voir avec les ondes gravitationnelles. Mais j'en connais un qui s'appelle Pierre Sonigo, qui était un biologiste qui a participé à la découverte du virus du sida et qui a été le premier à séquencer le virus du sida. Donc, c'est un biologiste qui s'est beaucoup interrogé sur mais c'est quoi le vivant, parce que quand on s'intéresse au virus, le virus c'est des discussions qui durent depuis des siècles, enfin pas des siècles, depuis qu'on sait qu'il y a des virus, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, mais depuis toujours, est-ce que c'est vivant ou est-ce que ce ne l'est pas? Il n'y a pas de réponse encore, mais en tout cas c'est très obsédant comme question, et ce biologiste est obsédé par cette question. Et lui est très intéressé par le phénomène ondulatoire de la matière pour expliquer, pour tenter de créer une théorie sur le vivant. Comment la vie, dans cette organisation de la matière, a pu voir le jour, et lui cherche beaucoup à intégrer cette... Donc on va... voilà, à partir des ondes gravitationnelles, on va bifurquer, et on va bifurquer aussi sur la magie, parce que il y a un mathématicien qui dit, mais pour moi, tout ça, ça me fait penser à la magie du monde. Voilà, donc on éclate le sujet, et le fait que le mathématicien me propose de rentrer dans la magie, c'est considérable dans le glissement justement vers l'émotion, l'émerveillement de tout ça, quoi. Donc voilà, on avance comme ça, et voilà. Bon, si vous arrivez à faire croire aux enfants que les mathématiques c'est de la magie, c'est gagné. Mais c'est gagné. Vous connaissez Binôme? Je connais Binôme, voilà. Et je les avais même interviewés à l'époque à France Info, ouais. Et je leur avais dit que j'étais très très jalouse de leur concept, ouais. Parce que je trouve que c'est très intelligent. Ouais, c'est un très beau concept. Ouais, très bien. Parce que mon auteur sur cette pièce a participé à cette aventure, ouais. Et on a eu la lecture de la pièce là, il y a 2 semaines au Carreau du Temple, justement. Très beau texte, ouais. Magnifique. Et où il a rencontré en fait un physicien dont il s'est en fait racontez le principe de Binôme. De Binôme. Alors c'est en fait pendant 50 minutes un scientifique et un auteur de théâtre discutent. En fait, l'auteur interviewe le scientifique et doit produire une pièce de 30 minutes. Il a 6 semaines pour l'écrire, en fait, et au bout du compte, on fait lecture de ça. Et dans le cas de Daniel Danis, en fait, il a écrit une pièce avec un physicien, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Serge, alors là, j'ai pas son nom de famille, mais qui est dans le sud de Paris, là, au CEA, je crois. Au CEA. Il s'appelle comment le physicien? Je n'ai pas son nom de famille, je me souviens plus. Serge, mais je me souviens plus du nom de famille. Je me souviens de son prénom. Et ça a donné un très beau texte où effectivement on raconte C'est quoi sa discipline? La physique quantique. Ah ben ouais. Voilà, physique quantique. Ouais. Et j'ai tout compris. Et est-ce que l'auteur a pris plaisir à cet exercice? À l'évidence, il a pris énormément de plaisir. En fait, l'interview de 50 minutes est filmée, et le principe de Binôme, c'est qu'il nous diffuse sur écran une partie de cette rencontre, oui. Toute petite partie, une dizaine de minutes environ, et ensuite on écoute la lecture de la pièce. C'est ça, oui, voilà. Non, je connais le principe. Ouais. Le principe est très très intelligent, moi vraiment j'aime beaucoup. Ouais. Et je suis heureuse de savoir qu'il continue. Et il joue où alors
Ben, après, je pense que c'est à chaque auteur ou chaque compagnie qui va s'approprier les textes d'en faire une œuvre en soi. Mais disons que la naissance de l'affaire se passe à travers l'association Binôme. Donc là, ils l'ont joué au Carreau du Temple, les lectures. Ils ont fait un week-end complet, je crois. Il y avait 4 soirs de présentation de textes différents. Mais le texte de Daniel avait d'abord été lu au Festival d'Avignon l'été dernier. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et disons que si le petit... c'est pas un plus, mais disons que ce texte a aussi une lourdeur émotive un peu plus forte parce que le scientifique en question a perdu son fils dans les attentats du Bataclan, dans la tuerie du Bataclan. Donc ça a été intégré par la volonté du scientifique dans l'histoire aussi. Et je me souviens du prénom du garçon qui s'appelait Hugo. Mais je retrouverai son nom de famille. Mais voilà, donc toutes ces dimensions-là, c'est-à-dire que la physique ramenée à la dimension humaine, quoi, au rapport humain. Oui. Voilà. Ça, c'est ça qui est important. C'est... Mais, et vous, alors, vous mettez en scène Moi, je mets la en pièce de cet auteur? Oui, mais c'est une autre pièce de cet auteur que j'ai mis en scène. Alors, parlez-en. Voilà. On se passe le relais, c'est plus facile. En fait, l'auteur en question donc s'appelle Daniel Danis. Oui. C'est un Québécois qui... Pourquoi vous avez ben, je suis québécois aussi, voilà. Et petit fond, non, comme je dis toujours, c'est pas moi qui ai un accent, c'est toi. Hein. On a chacun notre accent et c'est très bien. C'est ce qui fait la richesse de la langue, je crois, mais pas seulement les accents d'ailleurs. Ce qui est très beau dans l'œuvre de Daniel Danis, cette pièce, Centre de Cailloux, avait jamais été jouée à Paris. Et c'est une de ses toutes premières pièces, sinon la première ou la deuxième au pire. Et c'est une pièce qui, pour moi, met en scène toute l'imagerie québécoise dans ce que vous, les Français, admirez de notre façon de parler. Tu sais, vous êtes toujours en train de dire c'est extraordinaire comment vous exprimez avec des images, avec des expressions, etc., etc. En fait, très souvent, moi je dis aux gens, mais moi je les copie pas de mes ancêtres, les expressions, je les invente à mesure, aux besoins de la transmission des idées, de la pensée, de ce que j'ai envie de dire ou de raconter. Et Daniel, qui lui s'annonce d'abord et avant tout comme un dyslexique, dit qu'il a toujours eu énormément de difficultés à lire parce que quand il regarde un papier, un texte, en fait, il ne voit pas le texte, il voit les trous entre les lettres. Donc, il faut que les lettres aient 3 dimensions pour qu'il puisse les additionner les unes aux autres. Donc, pour lire, pour lui, a toujours été extrêmement difficile. Donc, son écriture procède de son imaginaire et uniquement de ce qu'il imagine, de ce qu'il voit dans son esprit et non pas de ce qu'il entend dans ses oreilles. Et de ce qu'il lit, mais vraiment de son imaginaire intérieur. Donc l'histoire de cette pièce peut être relativement simple. On a la construction d'une histoire d'amour étalée sur 7 ans, à travers les regards des 2 protagonistes et de 2 témoins. Mais au départ, l'histoire commence par un après événement tragique, une sorte de Big Bang finalement, ou de fond de... Comment vous avez appelé ça? De fond... Le fond diffus, c'est ça, une sorte de fond diffus, et qui a été leur Big Bang. Et de la reconstruction de ces 2 personnes, donc le père et sa fille, va naître l'histoire d'amour qui... Elle vient d'en face, évidemment, de la rencontre avec une villageoise, une femme qui habite la petite ville où ils se sont réfugiés. Et de cette rencontre-là va naître un autre Big Bang qui mettra 7 ans. C'est-à-dire que lui, Clermont, doit faire son deuil déjà du drame qu'il a vécu, c'est-à-dire la perte de sa femme, et pour être capable, après ça, d'être sensible à ce que Shirley, qui est en face, lui apporte comme renouveau. Mais elle, dès le premier jour où elle l'a vu, elle était amoureuse de lui. Et donc, elle construit petit à petit, à pas de louve, comme elle dit, son approche de son amoureux et de celle dont elle était prise. Il ne la voit pas tout de suite, quoi. Ah, il mettra 7 ans à la voir. Ah ouais. Et il lui dit d'ailleurs, il dit, bah non, à l'époque, j'étais incapable de voir les gens à 2 pattes. Je voyais que mes animaux à 4 pattes parce que la seule personne que je pouvais voir, c'était ma fille de 11 ans qui avait besoin de moi
et finalement qui lui a servi à se reconstruire par le besoin de l'enfant de grandir. L'adulte a guéri ses plaies. Mais en fait, c'est intéressant parce que Danis a expérimenté une forme de théâtre très intéressante avec ce texte, c'est-à-dire qu'il voulait débarrasser complètement le théâtre de tous les artifices et ne garder que du texte et des acteurs. Donc, l'idée pour lui étant que ce n'est pas une pièce qui se joue derrière un quatrième mur, mais qui est complètement en récit envoyé au public. Et donc les personnages se racontent au public, mais comme 4 témoins d'un événement qui racontent évidemment chacun leur point de vue. Parce qu'à telle époque il s'est passé ça, oui, mais moi j'étais à cette époque-là, de ce côté-là de la barrière, et non, mais moi j'ai vu ça, et ainsi de suite. Et ça se relance constamment, et le spectateur, lui, il découvre au fur et à mesure comment ces 7 années ont passé, à travers les yeux de chacun des 4 protagonistes, et comment effectivement, au bout, a fini par être construite complètement et les 2 amoureux ont pu se retrouver et aller de l'avant ensemble. Et donc ça fait un texte qui est très riche et qui est rempli de toutes ces expressions dont je parlais, mais aussi c'est très imagé parce que Daniel Danis c'est un gars de la campagne, c'est-à-dire qu'il a vécu toute sa vie dans la nature, il est né dans la campagne entre Montréal et Ottawa, mais habite le Saguenay, qui est une région de grandes forêts, d'énormes lacs et de rivières et tout ça. Et tout son texte est imprégné de cette nature, de faune, de flore locale, mais complètement poétisé, complètement amené par des images où les spectateurs, finalement, n'ont pas besoin de voir ça dans un film, parce qu'ils l'entendent, et ça fait image dans les oreilles, et donc dans le cerveau. Et c'est très très fort pour ça. C'est vraiment un texte qui est appuyé par cette nature qui nous touche quand on est devant, quand on est dedans. Et il y a aussi tous les sacrés qu'on peut utiliser au théâtre, la rencontre des amours impossibles, les opposés et les contraires, c'est-à-dire la campagne, la ville, les instruits, les mal-aimés, etc. Enfin, c'est une sorte de Roméo et Juliette campagnard, peut-être, bucolique, je ne sais pas comment dire, forestier, mais voilà, moi, c'est un texte qui, depuis que je l'avais lu, m'avait énormément touché. À l'époque, les droits n'étaient pas libres, donc ça a été mis dans un tiroir. Et puis, il y a 2 ans, avec le producteur, on s'est dit, bon, il faut y aller, là, parce que... C'est qui le producteur? Alors, il s'appelle Passage Production. C'est une petite association, une petite boîte de production qui me suit depuis pas la naissance de ce projet, mais sur un autre projet précédent qui s'appelait « À toi pour toujours ta Marie-Lou », qui est une pièce de Michel Tremblay, autre auteur québécois, mais c'est vrai que c'est un peu mon fonds de commerce, ma propre association s'appelant Québec en scène, donc je mets devant des auteurs québécois sur le devant de la scène et leurs textes, parce que je trouve qu'il y a dans ce théâtre qui est un peu méconnu en France, même si au fur et à mesure des représentations et des rencontres, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde ici qui connaissent ces auteurs, mais peu osent les mettre en scène ou osent les produire. Mais en même temps, les textes circulent énormément. Ce texte-là, entre autres, c'est extraordinaire. Le nombre de personnes qui disent « Ah, je connais, c'est magnifique, c'est magnifique ». Donc, je crois que Daniel Danis, c'est un succès de librairie. Son texte s'est énormément vendu. Chez Actes Sud, il doit l'aimer énormément. Et, comme pour sa 15aine d'autres pièces. Et voilà, nous, on a pris le défi de monter ça. Mais c'est pas facile parce que c'est vraiment pas un théâtre auquel les acteurs sont habitués. Là, je ne dis pas les spectateurs, parce que les spectateurs reçoivent le spectacle de manière très chaleureuse, très conviviale. Ils sont happés par l'histoire, comme quand tu lis un roman policier. Parce que ça se déroule sous tes yeux, puis tu te dis, mais là, ça va où, ça s'en va où, etc. Puis tu lis Agatha Christie, c'est pareil. Et ça se dit comme un poème shakespearien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rime, il n'y a pas de... ça bute pas au bout pour faire la rime façon alexandrin. Mais voilà, l'auteur, en fait, il nous donne un texte sur lequel tu te dis, mais il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, je fais quoi avec ça?
Ben, tu prends des respirations au bout de la ligne et puis ça remplace le point et la virgule. Et mes acteurs étaient complètement déroutés au début parce qu'ils disaient mais non mais attends, ça c'est dans le passé, c'est dans le présent. Mais non, c'est du conte. Tu racontes au spectateur ce qui s'est passé dans ta vie. Oui, mais je vais le jouer. Ben non, tu vas pas le jouer, tu vas le raconter. C'est quoi la différence? Ben, la différence, elle est que dans le elle est fondamentale. Et les acteurs ne sont pas très souvent habitués à ce genre de défi-là, voilà. C'est-à-dire de regarder le public dans le blanc des yeux, parce que là, ils voient le public complètement. Et de leur parler en vrai. Exactement. Mais il y a... Ça, c'est le problème que j'ai avec mes scientifiques aussi. C'est énorme de faire ce passage-là. Oui, c'est-à-dire de ne pas être en conférence, mais tout à coup d'être dans un... Comme votre acteur, il ne faut pas jouer. Non, c'est ça. Faut juste être. Et il y a des moments où il y a du jeu entre eux, parce que les personnages se parlent entre eux aussi, et se livrent des contradictions. Et là, ça devient des scènes de théâtre conventionnelles, on va dire, classiques. Le théâtre, c'est tout ce qui est sur une scène et qui s'adresse à des spectateurs. Pour moi, c'est ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin d'un décor, de lumière, de musique. Enfin, nous, on a de la musique. Parce que j'ai réuni trois talents québécois dans cette aventure. Moi, déjà. Mais, il faut se citer soi-même. Mais l'auteur aussi, et aussi une musicienne. Talents, si, très subjectif. Après presque 40 ans de métier... j'assume. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'assumer, à dire que j'étais un artiste. Au début, j'avais de la difficulté à dire ça, c'est vrai. T'as beau sortir du conservatoire, avoir une tête d'artiste et pas de scientifique, quoique des fois, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différence. Parce que dans le fond, souvent, quand j'entends des scientifiques me raconter leurs aventures, ou des gens qui sont dans les sciences me raconter leurs recherches et comment ils font de la recherche et tout, c'est pas très très loin de notre mode de fonctionnement à nous, parce que c'est très intuitif, c'est très. Moi, je suis quelqu'un d'effectivement très intuitif, mais un scientifique qui va me raconter ses recherches, il fait non, mais j'ai pensé qu'on pouvait aller dans cette direction-là parce qu'il y avait tel autre. Mais il parle comme moi, lui. C'est le même parcours, c'est de l'intuition, c'est du ressenti, c'est la somme des connaissances qu'on a mis au service de quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on va découvrir en même temps. Puis finalement, pour moi, ça, effectivement, Centre de Cailloux, c'est une très belle aventure parce que passer de À toi pour toujours, ta Marie-Lou, qui est une pièce extrêmement... un huis clos complètement cloisonné de deux dialogues qui sont imbriqués un dans l'autre et qui ne s'adressent jamais l'un à l'autre. Deux huis clos qui ne se parlent pas en plus, mais qui parlent aux spectateurs parce que l'histoire se construit par l'association des deux dialogues. À quelque chose qui est complètement ouvert, extériorisé complètement. C'est un très beau défi. Et moi, je suis très content du résultat, en tout cas, même si en plus j'ai des pages de notes pour les acteurs tous les jours. Pense à ça, va dans cette direction-là, pousse par là, etc. Puis de l'explication de texte et tout, parce que c'est vrai que cette poésie, celle de l'auteur, est très très forte et peut nous amener très facilement en tant qu'acteur sur une scène à dévier facilement parce qu'on se laisse emporter par ses propres émotions et on en oublie peut-être un peu le sens premier du spectacle lui-même et de la mise en scène que j'ai voulu en faire, c'est-à-dire un récit, une narration très frontale. Moi, ma première image que je leur ai donnée, j'ai dit c'est comme un stand-up, comme un monologuiste qui se présente au public et qui raconte ses aventures. Que ce soit Fred Pellerin ou Florence Foresti ou un gris-gris malien, c'est du pareil au même, quoi. Tout est amplifié par les gestes, par la parole, par les voix qu'on imite, par les personnages qu'on fait vivre sur scène à travers son corps et tout ça. Et c'est vrai que finalement, il y a assez peu d'acteurs qui sont formés à ça, ou qui ont l'esprit ouvert dans cette direction-là, et que ça n'a pas toujours été facile. Mais on y est arrivé. Je suis acharné, moi. Moi, je ne sais pas trop quoi dire pour tout ça. J'aime bien l'image, ça donne des images aux oreilles, c'est ça ? Oui, c'est ça, des images aux oreilles. Ça, j'achète. Je suis un escroc, je suis intermittent du spectacle, et donc je suis aussi passé par là, puisque j'ai créé une compagnie, j'ai produit des spectacles à Avignon et tout, et donc... j'ai appris aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement,
il y a énormément de gens dans ce métier qui ont des idées extraordinaires et qu'on exploite assez facilement aussi. Voilà. Moi, je suis aussi au théâtre en ce moment, mais sur une tournée. Alors, c'est une pièce un peu particulière parce que c'est une pièce qui dure 10 heures quand on joue l'intégrale. Et c'est une pièce en 4 épisodes qu'on joue depuis très longtemps, qui traite de la politique. Ça s'appelle Chute d'une nation. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler. C'est une pièce qu'on avait créée à la Manufacture des Abbesses. On avait fait la générale du premier épisode le 13 décembre 2010. Et à l'époque, symboliquement, on devait s'arrêter 1 an avant les élections de 2012. Et puis on a été victime de succès, tant mieux. Et on la joue toujours encore. Aujourd'hui, on est en tournée. On a déjà fait une première tournée. On était jusqu'à Nouméa. On a joué 1 mois et demi en Suisse. L'année dernière, on a repris au Théâtre du Soleil, au Théâtre Michel. Et puis là, on est de nouveau en tournée. L'originalité de ce spectacle, c'est que c'est une pièce en épisodes comme dans les séries. C'est une série en fait, en 4 épisodes. Et comme dans les séries, on joue les précédemment, les prochainement. Et puis la deuxième originalité, c'est que ça traite de politique. Et faire un spectacle sur la politique aujourd'hui, c'est vraiment osé. Et je dirais qu'elle est encore plus d'actualité aujourd'hui parce qu'elle est écrite donc en 2010. Et tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Donc ça bluffe. C'est-à-dire que dans la pièce, alors l'histoire, c'est un député de gauche qui n'a pas plus d'ambition que d'être député, et il y en a beaucoup. Et un communicant va lui demander d'intervenir à la télé. Parce qu'il va y avoir des primaires. À l'époque, quand ça a été écrit, il n'y avait pas de primaires. Et la personne qui se présente du parti de gauche avait été écartée du pouvoir parce qu'elle avait bourré les urnes il y a quelques années auparavant, etc. Et le communicant va lui demander d'intervenir pour dire que cette personne, c'est pas bien qu'elle se présente. Ce qu'il va faire. Et petit à petit, il va se retrouver, ce député de gauche, dans la course au présidentiel, alors qu'il n'a pas plus d'ambition que d'être député. Et il y a des attentats dans la pièce, terroristes, ce qui n'existait pas à l'époque. Et voilà, il y a plein de choses. Et juste pour finir, à la fin, dans le 4e épisode, ce député est contre une personne d'extrême droite pour le 2e tour de la présidentielle. Voilà, donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est beaucoup plus d'actualité qu'il y a en 2010. De l'intuition des artistes. Oui. Voilà, et c'est aussi une série, donc il y a aussi la vie privée des gens qui sont sur les 4 épisodes. Alors on est 12 comédiens en tout, mais il y en a qui sont dans l'épisode 2, donc dans l'épisode 3 et 4, on est 4 à être sur les 4 épisodes. Voilà. Et c'est un spectacle qu'on garde tous, les 12 comédiens, depuis le départ. Ça, c'est une aventure assez formidable parce que personne ne veut l'arrêter, cette pièce. Donc à chaque fois que ça reprend, tout le monde dit oui. Et voilà, là, donc on est de nouveau un peu partout en France, quoi. Et c'est quoi ton rôle ? Mon rôle à moi ? Oui. C'est le méchant communicant qui demande au premier épisode d'intervenir. Je comprends mieux pourquoi tu voulais pas en parler. Voilà. Mais il a des excuses, donc ça va. Non. Moi, je joue beaucoup de rôle de méchant. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup ça. J'ai une tête de méchant, c'est ça ? Je vais y aller. Voilà. Mais j'adore parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à défendre chez les méchants que chez les gentils en général. Et c'est pareil à la télé. À la télé, j'ai eu une première fois un rôle de méchant et on me donne beaucoup de rôles de méchant que j'accepte volontiers. Voilà. J'ai pas du tout de plan de carrière, moi. Hein. Je suis quelqu'un qui n'était pas du tout voué à être comédien, plutôt footballeur. Et puis j'ai eu plusieurs vies, voilà, j'ai commencé assez tard ce métier, et puis aujourd'hui je fais ce qui se passe, hein, j'ai aucun plan de carrière. En ce moment je fais beaucoup d'enregistrements pour la Maison de la Radio, pour France Culture, ça me plaît énormément. Ce que j'aime à chaque fois c'est découvrir des choses, quoi. Je considère que ce métier on l'apprend toute sa vie et que c'est un parcours de vie. Hein. Et donc je fais un peu tout ce qui se présente quand c'est bien payé. Non, pas que. Et voilà. Non, je fais aussi. J'ai un court métrage que j'ai écrit qui a un très beau parcours. Donc je vais aussi en parler brièvement, mais je suis très fier de ce court métrage. Ça s'appelle Une vie par cœur. C'est un court métrage qu'on a produit par Ulule. Vous connaissez tous à peu près le système. Donc avec peu de moyens, on l'a tourné en un après-midi, une matinée. Il a eu un parcours de festival très très intéressant puisqu'on a eu beaucoup de prix et aujourd'hui il passe sur TV5 Monde, donc j'en suis très fier de ce court-métrage là aussi. En ce moment par exemple voilà, je tourne beaucoup de courts-métrages, j'ai aussi tourné un court-métrage récemment contre Monsanto où je suis allé faire un rôle de viticulteur sur 30 ans dans les vignes du côté de Béziers là. Tu ne fais pas que les méchants alors. Non, c'est vrai.
C'est vrai. Voilà, alors là, dans ce cas-là, c'est un rôle plutôt dur. Voilà, c'est méchant ou dur. C'est ce qui se présente en fait. Voilà, que vous dire de plus? Je suis très content d'être là avec vous. Il y a plus à défendre dans les méchants que dans les gentils. Je trouve que l'intérêt de ce métier de comédien, en tout cas, c'est d'être le meilleur avocat possible de son personnage. Et je trouve qu'on peut trouver beaucoup d'excuses aux méchants. Et à partir de là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à défendre. Voilà. C'est beaucoup plus difficile de trouver des excuses à un gentil. Parce que il n'a pas d'excuse. Il est né gentil, le pauvre. Il dit voilà, qu'est-ce que je vais faire? Non, mais voilà. En tout cas, je trouve que plus il y a de profondeur dans un personnage, et plus c'est intéressant. Et forcément, chez un méchant, entre guillemets, il y a beaucoup de choses, quoi. Et ça va aussi beaucoup. Ça va très bien avec la caméra, parce que la caméra, je trouve que tout passe par les regards et forcément chez un méchant il y a du passé et c'est ce passé qu'on essaye de transmettre. Voilà, moi je trouve ça super intéressant. Je suis aussi professeur de théâtre depuis quelques années et j'ai donné des cours de théâtre en prison à Fleury-Mérogis. Et voilà, j'avais demandé une seule chose, c'est de donner des cours, mais que ces cours se terminent par une représentation. Et c'était des comédiens tout simplement extraordinaires parce que je leur ai dit, vous n'avez rien à faire, juste dire le texte justement que je leur proposais parce que le regard parlait pour tout le reste, quoi. Et c'est là que c'est difficile, d'ailleurs on a parlé d'interprétation, de pas interpréter, de toute façon c'est, quel que soit le type de pièce, le travail du comédien c'est de faire en sorte qu'on se dise mais il joue ou il joue pas. Donc la question se pose je crois à chaque fois, et à la caméra encore plus. Moi je joue beaucoup de pièces de théâtre d'auteurs vivants aujourd'hui, j'en suis très content. En tout cas j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'auteurs vivants aujourd'hui au théâtre. Si moi aujourd'hui j'ai vraiment un souhait, c'est ça, parce que je pense que le théâtre aujourd'hui a de nouveau une valeur qu'il n'avait pas il y a quelques années. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que le théâtre a vraiment quelque chose à faire, à revendiquer autour de l'humain, autour de... faire un spectacle sur la politique, c'est génial, je trouve. Ça fait énormément réfléchir les gens. On arrive à remplir des salles sur l'intégrale de 700. Là, j'ai joué à Villeneuve-sur-Lot la semaine dernière, il y avait 750 personnes. Et c'est assez incroyable de voir ces 750 personnes et quelques qui sont là au départ, du début jusqu'à la fin, au bout de 8 heures. C'est ça, il reste... C'est dans 4 épisodes et c'est les 4 épisodes. Alors là, en ce moment, on joue l'intégralement. On l'a fait dans toutes les formules. Oui. On joue... Donc ça veut dire que les gens restent 10 heures. Oui. Alors il y a des entrailles. Alors c'est très bien fait pour les spectateurs. Oui, par exemple, à Villeneuve-sur-Lot, on a commencé à 10h et on a fini à 20h30. Mais entre le premier épisode et le deuxième épisode, les gens allaient boire un café. Entre le troisième épisode et le quatrième, ils vont manger. Donc c'est très très bien fait. C'est tout un parcours aussi qui est fait pour que les gens puissent tenir le coup déjà. Moi je comprends pas qu'ils viennent, hein. Je leur dis à la sortie, moi je vais pas voir un spectacle de 8 heures. Non, franchement. Oui. D'ailleurs, Mouchkine avait vu le spectacle en tournée et l'année dernière on est allé jouer chez elle au Théâtre du Soleil. Ouais. Et justement, ce qui est bien, c'est que pendant qu'ils déjeunent, ils discutent de la pièce. Oui, c'est aussi ça. Ça fait partie ça fait partie du spectacle. Ça revient aux fondamentaux du théâtre, de toute façon, qui est celui de la convivialité et de la rencontre. Complètement. Ouais. Celle qui crée la ville. Oui, complètement. Complètement. Ça va directement dans ce sens-là. Ouais. C'est étonnant parce que c'est aussi une pièce qu'on a jouée, par exemple, un mois en Suisse. Et moi, je pensais qu'en Suisse, ça ne marcherait pas parce que c'est pas le même système. Et les gens, alors là, ils étaient carrément déchaînés en Suisse. Dans le deuxième épisode, il y a le député qui est amené à faire un discours, et il y a un vrai discours politique qui dure 25 minutes, où le député s'adresse aux gens. En Suisse, à la fin du discours, les gens étaient debout, en criant « Van Pell, président, Van Pell, président ». Et ce qui fait qu'après, quand il était dans les primaires avec sa concurrente, dès que la concurrente rentrait sur scène, elle se faisait siffler. J'ai entendu des « Oh chiotte, Van Pell, président ». Elle se faisait siffler, quoi. Les gens étaient vraiment
dedans, quoi. C'était. Le public un peu plus vivant que le public français. Et oui, alors que c'est pas le même système, c'est étonnant. Le discours, c'était un vrai discours. Un vrai discours qui durait Donc ça veut presque. dire qu'il avait préparé son discours pour qu'il soit intégré à votre spectacle. Il est écrit comme ça dans la pièce, il est écrit comme un discours, et le comédien a un pupitre devant la scène et il s'adresse aux gens. Il fait son discours. C'est vraiment tout un parcours. Il fait les primaires, ensuite il se passe quelque chose qui fait qu'il va se retrouver dans la course au présidentiel. C'est aussi, et là, ce qui risque de se passer d'ici quelques mois, il y a un concours de plein de choses qui fait que celui qui arrive deuxième, il a 9,8% par rapport, il a 400 000 voix d'avance sur celui qui est troisième, et il va se retrouver contre le gars, lui, de l'extrême droite, qui, lui, est au deuxième tour. C'est que je pense que les gens, ils ont vraiment envie, besoin, mais vraiment fort de se retrouver ensemble. Parce qu'ils sont tout le temps avec leur machine, là. Et donc, moi, je suis convaincue qu'il y a un besoin de vivre des choses ensemble. C'est ça qu'ils viennent chercher, à mon avis. Ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire que les spectateurs, au départ, sur cette pièce, elle fait 1h45. Au début. C'est dit, bon, c'est un pari de fou. J'en ai déjà monté une autre qui faisait 2h15. Le directeur du théâtre, il m'avait dit, mais t'es complètement malade. Sans entracte, ils vont pas rester. Ben non, les spectateurs, ils ont envie d'écouter les histoires et d'être pris dedans et d'être amenés dedans. Et je crois que nous, très souvent, les artistes, on a peur de ça. C'est-à-dire qu'on se met dans un espèce de petit confort télévisuel en se disant, non, les spectateurs vont pas tenir. Alors que c'est ne pas faire confiance aux spectateurs que de se dire, non, ils n'ont pas envie de plus de temps. Où les gens sont toujours en train de zapper leur télé. Mais il ne faut pas confondre la télé avec le théâtre, d'une part. Et je pense que de toute façon, si les contenus étaient véritablement intéressants à la télévision, les gens ne zapperaient pas d'une chaîne à l'autre complètement. Et je pense que c'est parce qu'à la télévision, les contenus sont parfaitement vides qu'on est, moi-même, le premier, en train de zapper constamment d'une chaîne à l'autre parce que je cherche du contenu, tout simplement. Et il ne faut pas, effectivement, et là, le théâtre a quelque chose à jouer là-dessus, de récupérer le public et de lui dire, vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens sensibles, et on va vous donner matière à écouter. Je ne dis même pas à réfléchir ou quoi que ce soit, parce que je ne veux pas me prendre pour un messie quelconque, mais on a des choses à raconter, et en tant qu'être humain, et ça suffit. Et les spectateurs, moi je regarde les spectateurs à Avignon par exemple, pour moi c'est extraordinaire. J'ai l'impression à chaque fois que je dois donner des tracts à quelqu'un, d'être en face de quelqu'un qui est dans une chocolaterie et il y a trop de choix de chocolat. Et il ne sait pas lesquels, il sait qu'il a le droit d'en prendre 5 morceaux différents. Lesquels 5 il va choisir? Non, mais c'est déjà beaucoup, mais lesquels 5 il va choisir alors qu'il y en a 1000 devant lui, tu vois. Mais je vois non pas des gens blasés ou des gens qui en ont marre, je vois des gourmands, des gourmands qui viennent faire leurs emplettes intellectuelles ou artistiques de l'année, peut-être même dans certains cas. Ce qui m'est arrivé de rencontrer des spectateurs qui, sans le savoir, avaient vu des pièces que j'avais mises en scène par des années passées et qui se mettaient à m'en parler sans savoir qu'ils parlaient au metteur en scène du truc. Et tu te dis, mais oui, bon, tu laisses continuer parce que puis tu vois la gourmandise avec laquelle ils t'en parlent, et ça racontait ça, et c'était génial et tout ça. Parce que moi, j'ai vu un texte de cet auteur-là aussi, c'était extraordinaire. Puis, d'accord, merci. Et ils reviennent tous les ans parce qu'ils ont cette même gourmandise-là de découvrir des textes, de voir des acteurs, d'être emportés. Et donc, ce qui se passe avec votre spectacle ne me surprend pas du tout, quoi. Robert Lepage en a fait des textes comme ça, des pièces qui durent 2, 3 heures, 4 heures. La dernière que j'ai vue de lui, c'était 4 heures. Je suis resté assis 3h45, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai fait, d'accord. T'es sûr que ça a duré 3h45? D'accord. Pas faim, pas soif, rien. Je disais, quand tu es pris dans une histoire, tu restes complètement dedans et c'est magique. Et de le faire comme vous le faites avec les entractes et tout ça, je suis sûr que c'est extraordinaire à vivre comme expérience. C'est pour ça que vous avez autant de monde, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il reste à convaincre les directeurs de théâtre, quoi. C'est ça. Mais oui. Non, mais en tout cas, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec le théâtre aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques années. Voilà. Ouais. Pour la télévision, moi, j'ai résolu le problème, j'en ai pas, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a vraiment très peu d'intérêt à avoir une télévision aujourd'hui. Mais en tout cas, je crois que le théâtre a oui, si je parle de quelque chose de l'ordre de l'humain,
Ouais, c'est vrai que c'est difficile de dire, de faire réfléchir. En tout cas, moi j'aime bien le théâtre où les gens sortent et ça les a interpellés quelque part. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on est ensemble, c'est ça. Oui, oui. Et même s'il faut, il faut vraiment toutes sortes de théâtre, on est bien d'accord, mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose. S'il y a quelques nouveaux auteurs qui arrivent à faire des choses et à apporter un renouveau, ça sera super. Ouais, je trouve avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que le théâtre a de nouveau une place beaucoup plus importante. C'est le sentiment que j'ai. Et j'espère que ça va être comme ça. Donc là, je suis sur un spectacle de danse qui se joue, de hip-hop, qui se joue à l'Apollo. Et en fait, c'est une histoire qui a débuté après un spectacle que j'ai joué à la Reine Blanche, sur le métissage, qui s'appelait Tismé à l'époque. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, les gens ont pensé que je savais faire du hip-hop. Alors que je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Voilà, ils sont venus me chercher en me disant on aimerait que tu montes un spectacle sur le hip-hop. Et c'était des danseurs fantastiques qui sortent d'une émission qui s'appelle Incroyable Talent et qui cherchaient quelqu'un pour essayer de mettre le hip-hop en scène. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, hip-hop, je ne sais même pas ce que c'est, quoi. Je sais que c'est dans la rue, je sais que... Voilà, mais pourquoi pas, parce que je trouvais que c'était des jeunes qui cherchaient à sortir de leur banlieue, qui cherchaient à rentrer dans un... et qui galéraient, parce que, évidemment, comme ils sont un peu tous noirs, on ne leur faisait pas confiance. Donc, je leur ai dit oui. Donc on a monté un spectacle il y a 4 ans qui s'est joué pendant 3 ans, qui a fait Avignon, qui a fait le tour du monde. Et là ils sont revenus avec un autre spectacle qui est actuellement à l'affiche. Voilà. Aussi simple. Comment c'est les danseurs fantastiques. Et leur histoire, c'est de montrer, de faire toutes les danses de chaque pays. C'est-à-dire qu'ils vont en Afrique, ils font l'Afrique, ils traversent tous les pays comme ça. Et l'enjeu du spectacle, c'est que s'ils ne réussissent pas les épreuves, la planète va se détruire parce que tout le monde s'en fout. Et il y a ce petit message comme ça qui est pas... Mais que c'est surtout pour les gosses en plus. Et que les gosses s'entendent. Donc ils veulent aussi sauver la planète. Et ils sauvent la planète en applaudissant ou pas. Voilà. Donc, mais ils se rendent bien compte qu'il faut... voilà, il y a un vrai effort à faire. Voilà, qu'il ne faut pas qu'on jette ses papiers dehors. Que c'est des petites choses comme ça. Et je me dis que les petites choses que nous, on peut leur apporter, ils vont les entendre. Et puis peut-être qu'ils vont... en faire quelque chose, je ne sais pas. Mais je me dis que c'est par des petits messages ou des petites choses comme ça que peut-être ils vont prendre conscience que voilà, on peut pas tout détruire comme ça. Voilà, c'est ce message eux que portent qui me touche. Mais demain, je monte un spectacle au milieu de mon temps qui est sur la pédophilie. Mais c'est pas un petit message, c'est super, je trouve, comme message. C'est là, justement, je dis que le théâtre, ça peut aider à ça, à des messages comme ça. Je trouve que c'est un très beau message pour les enfants. Voilà, et je trouve que le théâtre, justement, en tout cas, moi, je fais du théâtre parce que j'ai envie de parler des choses comme ça qui me touchent. Que ce soit, voilà, j'ai monté Piaf, Une vie en rose et noir, parce que la vie de Piaf m'intéressait. Parce que cette petite gamine qui est partie de rien était arrivée là où elle est arrivée. J'ai monté un spectacle avec Cocteau parce que je trouvais injuste tout ce qui se passait par rapport à l'homosexualité, comment il fallait qu'ils se battent et tout. Je trouvais que chacun est libre de ses trucs. Donc j'ai monté un spectacle sur ça. Après j'ai monté un spectacle avec Anthony Cavana parce qu'il m'a dit viens, on va s'amuser, j'ai envie de chanter, j'ai envie... je dis mais ok, donc ça m'a fait rire aussi. Après j'ai monté un spectacle sur Alzheimer parce que c'est quelque chose qui me fait peur. Donc
Voilà, je monte des spectacles vraiment au hasard de ce que l'on me propose. J'ai pas de, comme tu disais, j'ai pas de plan de carrière. C'est trop tard, je pense, de toute façon. Voilà, j'étais pas destinée non plus à être metteur en scène ou comédienne, parce que j'étais comédienne, je voulais être psychologue, donc j'ai fait les études pour. Et puis ça m'a saoulée, parce que je me suis dit, je suis plus malade qu'eux, donc qu'est-ce que je vais leur apporter? Donc je me suis dit, non, bien, reste tranquille. Qu'est-ce qui pourrait s'approcher de ça? Qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit, mais c'est les mots, c'est la scène qui peut, c'est nous, et ma participation à moi, c'est de montrer, c'est les textes, parce que ça c'est important pour moi, vraiment, même si là c'est pas un vrai texte, je trouve que, et les auteurs vivants aussi, ça c'est un combat que je mène, parce que je trouve que c'est bon, Molière, Shakespeare, j'aime bien, c'est pas ça, mais je trouve qu'il y a tellement de beaux auteurs qu'on laisse quoi, que je trouve qu'on laisse comme des crevards, qu'on n'essaye même pas d'écouter. Et ça me gêne. Je trouve que, en France, ailleurs d'ailleurs, je trouve que on a peur, quoi. On a peur de se lancer avec un auteur qu'on ne connaît pas, avec un metteur en scène qu'on ne connaît pas, un comédien qu'on ne connaît pas, un style de spectacle qu'on ne connaît pas. Je dis merde, quoi. Voilà, je dis, mais ouvrez-vous, quoi. Il n'y a rien de grave, on peut essayer. Et donnons la chance à tout le monde, quoi. Tout le monde a quelque chose à dire. Je refuse de penser que les gens n'ont rien à dire. Je n'y crois pas. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer, en tout cas. Merci. Et c'est où le spectacle? C'est à l'Apollo, au théâtre l'ancien théâtre du Temple, à République. Où? À République. À République. Voilà. Merci. C'est où bien. Tu veux parler? Oui. Vas-y. Non, moi je trouve que c'est intéressant que le théâtre peut apporter ce côté éducatif et émotionnel que l'école et la télé n'apportent plus actuellement. Et je trouve encore plus fascinant l'idée d'associer théâtre et univers sur des sciences. Moi je trouve ça très intéressant parce que ça apporte de l'émotion à un domaine où on croyait que ça n'a pas d'émotion. En même temps, ça vulgarise, c'est une façon de vulgariser la science à des gens qui ne sont pas dans ce domaine. Moi, je suis fasciné par le théâtre, mais je suis dans le domaine plutôt de la création vestimentaire. Moi, je suis plus dans la création des vêtements. Donc, et l'idée de la création de l'univers me paraît plus importante que les Non, je trouve que c'est non, pas du tout. Moi, j'adore le domaine dans lequel je travaille. Et ça, je suis fasciné par ce que je fais. Non, je trouve que c'est... D'ailleurs, vous avez un bon pantalon avec... C'est un beau tissu, ça. Non, mais c'est beau. Non, on peut trouver de la beauté partout quand on veut. Non, je trouve que c'est intéressant d'associer, par exemple, un défilé de mode, qui est une forme de spectacle, à une idée de création de l'univers, par exemple. Je ne sais pas quelle forme pourrait prendre ce spectacle. Non, c'est la... défilé d'atomes ou de molécules. Disons qu'au niveau de la création, c'est pas toujours en fait des pulls, parce que il y a de la création prêt-à-porter qui est la création des vêtements qu'on porte au quotidien, et après il y a la création haute couture qui est une recherche en fait au niveau de la création vestimentaire. Qu'est-ce que vous recherchez dans la création vestimentaire? C'est quoi votre plaisir? L'émotion, comme vous en fait. Parce qu'en fait, dans le domaine de l'art, ce qui relie, qui assemble en fait tous les domaines de l'art, c'est l'émotion, je pense, qu'on recherche à travers en fait, ce qu'on fait.
Mais où vous la trouvez, votre émotion, dans le vêtement, dans la matière, dans la personne? Dans le fait d'agencer en fait, énormément d'éléments pour obtenir une création harmonieuse à la base, au final. Donc si on ne retrouve pas la vérité au théâtre, où peut-on la trouver? C'est vrai ça ce qu'il dit, c'est un lieu où la vérité peut encore s'exprimer. Oui. Et de plus en oui, plus, parce qu'il n'y a pas encore de contrôle, il n'y a pas encore de... Et quand on parle de vérité, c'est aussi bien dans ce que tu disais, sur cette image qu'on peut donner aussi aux enfants, on arrive à donner quelque chose de positif. Ouais. Mais mon Dieu, que le monde va être positif. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Hein. Ouais. Je me suis posé des questions. Alors, on ne parle pas de moi, non, pardon. Mais j'ai un petit bébé et je me suis posé beaucoup de questions au moment de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et je veux être positif là-dessus. Et je trouve qu'il y a des spectacles de théâtre extraordinaires aujourd'hui pour les enfants, par exemple, avec des images, et je suis très positif là-dessus. Et je trouve que voilà, là, le théâtre a une vraie place aussi. Oui, c'est vrai, au niveau de l'éducation. Au niveau de plein de choses, ouais. L'éducation politique, éducation. Mais c'est à vous la parole, il ne faut pas vous défiler. Je trouve que c'est important, de leur donner encore du rêve. Quoi. Mais oui. C'est ça qui m'affole, c'est parce que je les vois, j'ai des enfants aussi, je les vois, ils sont juste avec, sur leur téléphone, sur toutes leurs machines. Il n'y a plus rien qui les fait rêver, alors que s'ils vont au théâtre, d'un coup, la parole, la chanson, les images, d'un coup, elles sont là, et eux, ils rentrent. Ils prennent l'émotion, et ils sortent, et voilà, ils sont contents, ils ont fait un tour du monde comme nous, ils ont fait un tour du monde, ils voient que voilà, il y a des costumes différents et tout, ou peut-être dans ce spectacle aussi, et je trouve ça génial. Moi j'ai amené mes enfants tout de suite, très vite, au théâtre, juste parce que je voulais contrer ces histoires de téléphone portable, ces histoires de télé, d'ordinateur. Ça m'a fait peur. Je le fais aussi, hein. J'en suis devenue esclave, hein. Je ne dis pas le contraire, mais voilà. Et donc je trouve que si le théâtre, on peut nous leur apporter ça, faisons-le, quoi. Oui. Allons-y, et il faut, voilà, le théâtre a sa vraie place. Mais oui. Il faut que les gens ressortent de chez eux. C'est ça. Oui. De plus en plus. Ils ont tendance à rester et amener, par exemple, les enfants à autre chose que des téléphones, que des ordinateurs, là où on est, pardon. Et leur amener une ouverture qui fait que, justement, plus tard, eux vont pouvoir transmettre ce genre de choses. Et aussi, notamment, et surtout, aujourd'hui, dans tout ce qui est dans la tolérance de manière générale. On parlait de la sexualité, on parle des races, on parle de tout ça. Je crois que tout ça, le théâtre peut aider à ça énormément. Parce que les jeunes aujourd'hui communiquent par leurs réseaux sociaux, mais oui. Ils ne communiquent pas, ils communiquent même plus lorsqu'ils sont les uns à côté des autres quasiment. Oui, moi j'ai vu une image il y a très peu de temps, avec des enfants qui sont dans un parc, et ils sont chacun avec une tablette. C'est ça. Autour d'un toboggan. Ouais. En fait, pour moi, la vie, justement, c'est un diamant. Et on a chacun une manière de regarder ce diamant. Le théâtre, le fait d'être acteur, le fait de vouloir faire connaître la science au grand public, le fait de faire découvrir des habits. Tout ça, c'est des points de vue sur un diamant. Et moi, mon point de vue sur le diamant de la vie, c'est écrire avec les yeux. Et j'ai deux manières d'écrire avec les yeux. Je fais des images, fixes ou animées, et j'écris aussi sur la compréhension de l'image. Et j'ai donc commis ce livre qui s'appelle Regard sur l'image, qui est un livre en 3 parties. D'une part, je parle de perception visuelle, comment nos yeux fonctionnent biologiquement. Et il y a notamment dans le livre un schéma qui démontre que, contrairement à tout ce qu'on nous raconte, une image ne se regarde pas d'un seul coup d'œil. Et si, une fois qu'on a démontré que l'œil nous fonctionne comme ça, et que donc, quand on regarde un point, c'est une grille, de cette grille, on ne voit pas les autres points de cette grille, ça prouve bien qu'il faut prendre le temps de parcourir une image, et que contrairement à toutes les légendes qu'on nous raconte, eh ben, une image ne se voit pas d'un seul coup d'œil, et il faut là aussi prendre son temps, même si c'est une image fixe. La deuxième partie, c'est tout ce qui est la perception culturelle, et donc notamment le rôle des religions, mais bon, aussi le rôle de mouvements comme le Bauhaus et d'autres choses comme ça. Et la troisième partie, c'est la technique, parce que pour moi,
pour comprendre comment fonctionnent les images, il faut aussi comprendre comment on les fabrique. Si on utilise un appareil qui a un format carré, on ne va pas produire la même image que si on utilise un appareil qui a un format panoramique. Ça, c'est pour parler simplement. Mais la technique argentique, numérique, la cadence de prise de vue au cinéma, tout ça, ça change les images qu'on produit, et donc on ne raconte pas la même histoire. De la même manière que quand on fait une aquarelle, une peinture à l'huile et une photo d'une nature morte où il y a 2 œufs, eh ben, on ne raconte pas non plus la même histoire, même si dans cette nature morte, il n'y a que 2 œufs et que chacun de ces auteurs vous présente ces 2 œufs. Donc voilà, c'est... donc après, j'ai fait des films. J'ai fait un film qui est construit à partir de 30 ans de photos du Jardin des Tuileries, qui s'appelle Empreinte, qui est l'histoire d'un immigré qui, au début de l'histoire, ne peut pas supporter ce jardin et finit par découvrir qu'à force de se promener dans ce jardin, il guérit ses souffrances de son histoire à lui grâce au jardin. Et puis j'ai fait d'autres films sur l'eau et l'environnement. Je travaille beaucoup sur, pour prendre un mot à la mode, tout ce qui est anthropocène. Mais en fait, je suis tombé bien avant dans le sujet. Mais ce mot est pratique parce qu'il me permet enfin de donner aux gens l'impression qu'il y a une unité dans mon travail. Et ça, en France en tout cas, c'est très important qu'il y ait une unité et une étiquette. Donc voilà. Voilà. Et vous vivez comment ? Je vis comment ? Je tente de vivre, enfin de survivre, parce que je vis avec beaucoup de plaisir de ce que je fais. Et je vends mes images, je vends un peu mes films, je vends ce livre, parce que heureux les simples d'esprit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai produit moi-même ce livre. Et donc, j'avais oublié par exemple un petit détail, c'est qu'il fait 1,8 kg et que quand on en a 2000 exemplaires, on n'a pas 2,6 tonnes de papier, comme je l'ai dit pendant 2 ans, jusqu'au moment où un copain m'a fait remarquer qu'en fait ça faisait 3,6 tonnes. Mais tout ça, il faut le stocker. C'est l'expérience qui vous apprend ça. La prochaine fois, vous le ferez plus léger, moins gros, avec un papier. Le problème, vous voyez, c'est que... l'expérience, hein. Oui, mais en même... Tous au début. Ou en numérique. En même temps... c'est un demi-bébé, hein, pour prendre un point de vue féminin. C'est trop lourd, là. 1,8 kg. On met toujours des tripes là-dedans. Ah oui, c'est lourd. Oui, mais quand on fait un livre soi-même, on le fait bien, donc il n'est pas question que le papier soit transparent et qu'on voit les photos à travers la page, la photo qui est de l'autre côté. Voilà. Un moyen. Alors, c'est le poids des mots, hein. Ou le poids des images. Mais non, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ferai autrement. Il faut écrire sur quelque chose. C'est ça, c'est du papier de qualité. Le poids des mots. Il est très bien, votre livre. Il est très bien comme ça. Du coup, personne n'a regardé. On parle que de poids. Il a sa vie. Non, c'est un désavantage. J'ai raison. Personne ne l'a regardé. On est là. Oh putain, il est lourd. Oh. Mais en même temps, mais c'est pas vrai parce que là, vous dites, c'est vachement. Ce qui est marrant, c'est publicité. C'est lourd. Et ce qui est très amusant, ce qui est très amusant, c'est que là, on est exactement en train de parler de mon sujet, c'est la question du point de vue. Qu'est-ce que c'est que regarder quelque chose ? Là, aujourd'hui, là, parce que on est ensemble, tout le monde l'a regardé en disant c'est lourd. En général, ça arrête les gens, pour avoir quand même l'habitude de le présenter depuis très longtemps, et ils se mettent à le regarder. Donc, quel est le point de vue qu'on prend quand on regarde une question ? Parce qu'en fait, la question de l'image, c'est pas seulement l'image picturale. L'uniforme de la police, c'est une image de la conception de la loi dans la société. Il y a beaucoup plus d'images que ce qu'on nous raconte en fait dans le monde. Tous les scientifiques, vous parliez tout à l'heure de l'image du fond diffus du monde, c'est une image. Et comment cette image est fabriquée, c'est très important pour la comprendre. Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais toutes les images qui sont faites depuis les satellites sont en fait des images monochromes. Les couleurs sont redonnées artificiellement à partir d'une palette de couleurs. Et là où c'est très amusant, c'est que cette palette de couleurs correspond
à la palette des peintres américains d'une région, d'une vallée, je ne sais plus laquelle, qui est un mouvement de peintres du 19e siècle, et qu'en utilisant cette palette pour recolorier toutes les images, à leur manière, les Américains continuent de coloniser toutes les images scientifiques du monde. Ah, oui. Et c'est vachement intéressant parce que l'autre exemple, c'est la planète Mars. La planète Mars, selon les couleurs que vous allez mettre dessus à partir de ces photos noires et blancs, c'est soit une image qui ressemble fortement au désert de la Terre, soit si vous continuez à la travailler avec ces couleurs, cette gamme de couleurs rouges, ça reste toujours cette mythique planète rouge. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la technique, elle est très importante dans la compréhension de l'image. Parce que, justement, elle va transformer ou donner une certaine réalité à ce qu'on voit. De la même manière qu'on dit les yeux, c'est, entre guillemets, l'objectivité et la sécurité, et la réalité. Ce qui est vrai est faux. Parce qu'on a des yeux qui voient à partir de 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu, pour simplifier. Si on avait les yeux des mouettes, on verrait beaucoup plus dans le orange. Ou si on était comme les cafards, on ne verrait pas le rouge. Conclusion, si vous voulez attraper des cafards, vous prenez une lumière rouge inactinique et vous les voyez, eux ne vous voient pas. Sauf que par contre, comme ils sont très sensibles aux vibrations, dès que vous allez vous déplacer, ils vont savoir que vous êtes là. Donc, tout ça, c'est des questions de point de vue. Et à partir du moment où on commence à comprendre que notre système visuel, les images qu'on produit sont un point de vue sur le monde, on en a fini des discours extrémistes qui vous disent oui, je détiens la vérité. Non. Vous détenez un point de vue sur le monde et une manière de l'expliquer. Et la sorcellerie, c'est ça aussi. La sorcellerie, c'est l'explication du fonctionnement du monde à un moment donné avec les connaissances que l'on avait du monde. Aujourd'hui, on a l'impression, plein de gens ont l'impression que les explications de la sorcellerie, elles étaient ridicules. Elles ne sont pas ridicules, elles correspondent à ce point de vue-là sur le monde. Et nous, avec la physique quantique, par exemple, on est en train d'expliquer des choses qui font partie autrefois de la sorcellerie. Et en fait, on passe notre vie à partir de points de vue sur le monde. Et on se change, et on parlait tout à l'heure au début de cet entretien du fait que nos points de vue se déplaçaient, et c'est exactement ça, vivre. C'est partir d'un point de vue, quand on a 20 ans sur le monde, et puis le faire évoluer, le faire transformer, et c'est ça qui nous meut aussi, c'est cette transformation. Et cette transformation nous meut en même temps. C'est bien ce que vous dites. Hein. Oui. On voit l'image. C'est un joli point de vue. Mais je crois que c'est très... Vous dites c'est un joli point de vue, mais je crois que c'est aujourd'hui fondamental d'avoir un joli point de vue sur le monde. Oui, enfin, je dis joli, mais... Non, mais je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Non, c'est un très bel adjectif. Pareil, c'est un adjectif positif, pour lequel on a pris un point de vue qui l'a complètement déformé. Et encore plus... Enfin, je pense que ça a toujours été important dans l'histoire de l'humanité d'avoir des jolis points de vue, non pas dans le sens niais, mais dans le sens beau, parce que c'est ça qui nous dynamise. C'est le beau, et c'est de comprendre aussi le sens du monde. Parce que la pire des folies, c'est quand on vous dit que le monde est insensé, qu'il n'a plus de sens. Et c'est ce qu'on est en train de dire en ce moment à tour de bras aux enfants, aux jeunes. Et c'est là, et c'est pour ça qu'ils deviennent fous. Parce que un monde insensé, c'est pour là, je prenais l'exemple de la sorcellerie, c'était une manière de créer du sens. Parce que l'insensé pour nous n'est pas possible. Être humain, c'est créer c'est créer et vivre avec du sens. Peu importe. Alors après, si on peut choisir le sens qu'on veut donner, mais voilà. J'ai un peu l'impression d'avoir plombé. Non, je trouve ça juste.
Je trouve ça juste parce qu'effectivement, on s'émerveille toujours devant un beau paysage, une belle peinture, une belle œuvre d'art, une belle personne. On s'émerveille devant le beau et on aime le beau naturellement. Je crois que l'être humain a besoin de ça et a envie de ça. Si on est, quand on est confronté constamment à des journalistes qui nous ramènent constamment sur le devant de la scène, qu'on est en déficit, on va mourir bientôt, etc., on n'a pas envie d'entendre ça, quoi. Et les politiciens qui radotent ce genre de choses à longueur de journée. C'est vrai que ça crée un monde insensé et sur lequel on a envie de s'éloigner. Mais ce qui est intéressant sur cette question du beau, c'est que le beau, pour nous occidentaux, n'est pas le même que pour les Asiatiques, même si aujourd'hui, grâce à la photographie et l'image en perspective, pour rester dans le domaine de l'image, on a colonisé le monde entier sur la question de l'image, puisque au XIXe siècle, les images en perspective, par exemple en Afrique, on ne les comprenait pas. Et aujourd'hui, tout le monde dans le monde entier, à cause de la photographie, comprend une image en perspective. Et le beau, le beau pour un aborigène, pour un pygmée et pour une tribu chinoise du XIXe siècle, n'a absolument rien à voir avec notre beau à nous. C'est-à-dire que là aussi, on est dans le point de vue. Bien sûr. Mais en même temps, on peut être émerveillé par ce beau-là qu'on ne connaît pas, même s'il nous est étranger. À partir du moment où, justement, pour revenir sur l'image du diamant, on va faire l'effort d'aller vers l'autre pour rencontrer son beau à lui. C'est ça. Et donc on ne peut plus être sûr de détenir la vérité si, justement, on fait cette démarche-là. Alors, mon beau à moi, c'est le théâtre. Ça, c'est mon beau à moi. Voilà, c'est ma poésie à moi. J'ai mis en scène cette pièce-là, qui est donc Tchekhov, qui est début du siècle, c'est ça, c'est 1900, par là, 1850, 1913, je crois. Et quand j'ai lu, quand on lit Tchekhov, soit on est ému, soit on l'est pas. Enfin, moi, quand je le lis, je pleure. Voilà. Quand je le vois, ça me fait chier des fois, je le dis franchement. Mais quand je le lis, ça me fait pleurer. Donc quand j'ai lu Les Trois Sœurs, j'ai pleuré. Quand j'ai lu La Mouette, un petit peu aussi. Et quand j'ai lu Vania, je me suis dit, c'est fou comme cet homme, il y a 100 ans, il écrit des choses c'est nos vies. Il écrit sur l'écologie, il écrit sur la famille. Enfin, je veux dire, c'est des mots. Donc j'ai voulu mettre en scène cette pièce pour ça. Et j'ai voulu surtout qu'on puisse voir cette pièce comme si ça se passait ici et maintenant, aujourd'hui. Il n'y a pas de connotation historique. Donc je pense que c'est un vrai auteur contemporain, pour le coup. Voilà. Et c'est vraiment ça qui m'a touché à mettre en scène. Et donc je garde, après, j'ai fait de la musique dans le spectacle, des chansons spécialement pour le spectacle. Et ce qui me plaît aussi dans la mise en scène, c'est tout ce côté poétique, ce beau, comme on dit là, le beau. Des choses qui nous... comme des tableaux vivants. Voilà. Le théâtre aussi, pour moi, c'est comme des tableaux vivants. Voilà. Et j'aime la poésie des tableaux vivants. Voilà. Et donc là, je suis sur un nouveau spectacle et je vais monter pour l'année prochaine Le Quai des Brumes de Jacques Prévert et de Marcel Carnet. Et quand j'ai vu ce film plein de fois, voilà, ce que j'ai aimé, et pourtant c'est déjà un auteur un petit peu, c'est plus vraiment contemporain, j'ai aimé cette poésie-là, du beau et de la nature humaine profonde. Et c'est ça qui me plaît dans le théâtre, voilà. Et donc Vania est un peu cette traduction que j'ai de la vie, du beau, de l'humain, de la déchirure humaine, des émotions vives, des frustrations explosées, enfin, de tout ce qui peut toucher
à l'humain et le public de vivre ça comme un voyeur, comme s'il était en train presque de subir ce qu'il est en train de voir. Il n'est pas observateur, il vit avec. Et c'est le but de ce spectacle et c'est ce que les gens ressentent. Et voilà aussi pourquoi j'ai voulu faire ce spectacle. Pour que les gens vivent des choses, comme on disait tout à l'heure, ensemble. Pour qu'ils les vivent ensemble. Voilà ce que j'ai à dire. Je laisse ma partenaire. Je rebondis juste sur cette histoire de Beau, parce qu'il se trouve que je parlais avec ma voisine hier de l'exposition Stchoukine qui a lieu actuellement. Ils ont prolongé un petit peu à la Fondation Louis Vuitton et on parlait de cette salle Matisse. On rentre là-dedans et pourtant on les connaît ces tableaux. On les a tous vus en reproduction parce qu'ils viennent de Russie. Mais c'est aujourd'hui encore un choc. Et il y a des gens comme ça qui sont universels et intemporels. Et c'est ma conviction profonde aujourd'hui maintenant à propos du beau. C'est que nous artistes, ou j'avais envie de dire nous scientifiques, ou nous qui sommes des passionnés en tout cas, peu importe dans quel domaine, quand on est dans une situation qui est un petit peu compliquée, comme la situation du monde aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait avec ma voisine, l'important, la chose à laquelle il faut se raccrocher, c'est le beau. Et ce collectionneur-là, qui s'appelle Stchoukine, vivait sans doute une période complexe. Comme Tchekhov, c'est la même période, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un moment où le monde est en train de basculer, où ça va pas. C'est juste avant la révolution russe. Tchekhov et Stchoukine, c'est pareil, c'est exactement le même monde. Et c'est des gens qui ont dit, mais quand ça va mal, quand on sent que la fièvre monte et qu'on ne sait pas du tout où on va, il y a une chose à laquelle se raccrocher, c'est le beau. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le docteur Astroff, qui est très désabusé dans la vie. Il y a une chose encore qui me touche, c'est la beauté. Et par là, on sauve le monde, je crois vraiment. Et il y a une beauté des mathématiques. Moi, la physique quantique, c'est assez incroyable, parce que je vous écoute parler tous depuis, ça fait un petit moment maintenant, mais je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est assez incroyable comme tout résonne. Votre témoignage, la physique quantique, c'est un truc, je comprends rien, je suis super littéraire. Mais il se trouve que ils comprennent rien, c'est ça la bonne nouvelle. Ah ouais. Mais c'est une matière à rêve. C'est du délire. Il se trouve que quand j'ai fait des études de lettres, j'étais à l'époque, mon petit ami faisait des études de sciences et il était en maîtrise et il commençait à faire de la physique quantique. Et moi, à ce moment-là, je travaillais sur Gilles Deleuze, sur l'image-temps, l'image-mouvement, enfin bon, voilà. Et on se racontait nos trucs et on se disait, mais il raconte la même chose. C'est dingue. Alors, point de vue, voilà, point de vue. Mais exactement. Et on se disait, mais c'est juste magnifique, cette façon de voir les choses et d'envisager le monde et de voir des portes qui s'ouvrent comme ça. Enfin, tout faisait, tout ce que vous disiez a fait écho. Moi, vous parliez de votre livre, il se trouve que moi j'ai travaillé 10 ans dans l'édition. Et cette histoire de mots et d'images, ça m'a fait penser à une chose. Moi je fais du théâtre depuis, ça fait un petit moment quand même, mais voilà, j'ai bossé 10 ans dans l'édition et j'ai changé de métier, j'ai changé de vie, j'ai basculé à un moment donné. Et j'ai basculé parce que à un moment donné, je faisais du théâtre amateur. Et il y a eu une nuit où j'ai rêvé, mais je les ai vus, c'était pas un rêve, c'était une réalité. J'ai vu les mots couchés sur le papier qui se levaient. Et je me suis dit, mais
Oui, les mots. Ouais, et c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est le théâtre. Le théâtre, c'est l'endroit où les mots sont debout, où ils parlent, où ils vibrent. C'est comme, je sais plus, l'un de vous parlait de quelqu'un qui voyait les mots en 3 dimensions. Voilà, tout fait écho, c'est assez extraordinaire. Et donc voilà, je suis devenue comédienne il y a une dizaine d'années. Et je reviens quand même à Vania, parce que donc Vania est un projet quand même un peu commun. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. C'est ce qu'on appelle un projet personnel. On a commencé dans un tout petit théâtre à Paris, et sans rien, sans argent, sans... voilà, exactement. En sous-sol. Et ça fait 3 ans qu'on tient à jouer un petit peu à droite à gauche comme ça, où on gagne rien, mais on perd rien non plus. On s'est dit, allez, l'année dernière, on s'est dit, allez, on va à Avignon, c'est de la folie totale parce que ça coûte un argent fou. Et finalement, les portes s'ouvrent. On est là à l'Essaillon. On a eu le coup de cœur de la presse. On ne savait même pas que ça existait, ce coup de cœur. Enfin, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que malgré les difficultés, vous parliez de vos difficultés à monter un spectacle, mais c'est incroyable quand même. C'est Rassurez-vous, vous montez une exposition. Ah ben c'est voilà. C'est pas mieux. Et en plus, nous, on a même pire, c'est que comme tout le monde maintenant, soi-disant, peut faire des photos, vous êtes encore moins intéressant que, au moins le théâtre, tout le monde ne peut pas en faire. Oh bah ça. Oh si maintenant, je crois que. Enfin, on en est quand même un peu. Il y a encore un peu de recul. Il y a encore un peu, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a traversé tous les orages, y compris les orages à l'intérieur de la troupe, faut le dire, parce que quand même vivre 3 ans en communauté, c'est pas tous les jours simple. Faut quand même. Et on arrive là maintenant à créer cette espèce de famille. C'est une aventure incroyable, cette histoire. Voilà. Il y a un moment donné, il y a des liens affectifs. Comme tu dis, tout se rejoint, mais c'est-à-dire que le théâtre aujourd'hui, on ne fait pas du théâtre pour l'argent. C'est rarissime en tout cas. Et donc, s'il n'y a pas cet amour-là, c'est pas la peine, parce que ça peut devenir au contraire très dur. Et c'est en cela aussi que ça peut donner une image aux gens. Je pense que cet amour, il transparaît quelque part dans tous les styles de théâtre. S'il y a l'amour, je pense que les gens reçoivent ça. Et c'est le message, c'est là que c'est important. Et c'est la plus... Je sais qu'on entend ça tout le temps, mais je le vis vraiment moi aujourd'hui, c'est la plus belle récompense qu'on ait. C'est-à-dire que là, on arrive à un point où les lumières s'allument et on voit les gens qui ne savent plus s'ils doivent pleurer ou rire. Et c'est un partage extraordinaire qui donne tellement espoir dans l'humanité. On a tellement un socle commun à partager. Ça nous rend vulnérables. On est nous vulnérables et on voit que les gens le sont aussi, en fait, d'un seul coup. Et moi, à chaque fois, après, quand on se fait applaudir et tout ça, ça me met dans un état de vulnérabilité totale. Et curieusement, cette vulnérabilité est une force. C'est la différence entre vulnérable et fragile, en fait. Cette vulnérabilité nous rend tous ensemble... Enfin bon, je ne vais pas faire un discours, mais, parce que ça peut paraître un peu naïf, ça... Parce que cette vulnérabilité se situe du côté de l'émotion, et que l'émotion nous fait communiquer avec les autres, nous les fait rencontrer, et c'est en ce sens-là qu'elle nous rend plus forts. Alors que la fragilité, elle fait barrage à l'autre. Parce que vous êtes tout le temps en position de vous protéger. Et à partir du moment où vous vous protégez, vous ne pouvez plus rencontrer l'autre. Exactement. Bon voilà, vive... Donc le théâtre est une belle rencontre. Le théâtre, les sciences, la musique... Mais la finance même peut être une rencontre. Ça dépend comment vous la pratiquez. Ça dépend qui vous la... C'est exactement ça. Pas beaucoup là. J'ai fait exprès de le dire par provocation, mais ça dépend justement comment elle est pratiquée. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer le théâtre en écrasant tout le monde, comme on peut pratiquer la finance
Tout à fait. En aidant les autres à s'épanouir. Je voulais rajouter un truc. La mode, c'est la beauté pure. C'est vraiment... ouais. Et ce qui faisait écho... C'est un autre point commun, c'est la recherche de la beauté. Oui, tout à fait. Et puis il y a le corps aussi dans l'expression corporelle. Ouais, c'est ça. Et je pense dans le théâtre, si je puis me permettre, c'est que oui, le théâtre classique, vous les comédiens, vous allez entendre ce que je dis. On nous a beaucoup enseigné parce que moi, au départ, je voulais être comédienne, donc j'ai suivi des cours de théâtre. Ça. Mais les cours de théâtre que j'ai eus, c'était très cérébral, très avec la tête. C'était le texte qui comptait. Alors que maintenant, on prend conscience que le théâtre, c'est avant tout le corps, c'est savoir bouger et exprimer par le corps, et que les mots prennent beaucoup moins de, je sais pas, mais on réhabilite l'expression du corps au théâtre aujourd'hui. Moi, c'est ce que je ressens très fort. Comment ? Ça s'exprime dans, je dis dans le corps. Je dis dans le corps, c'est pas par le corps corporellement, ça peut, hein, c'est comme la danse, le hip-hop. J'ai vu Oye là, tu as vu ce spectacle? C'est génial, c'est époustouflant. C'est du flamenco, le mec il mélange le hip-hop avec des chanteurs de flamenco, des danseurs classiques, des danseurs contemporains, tout est mélangé, c'est énorme. C'est le feu, c'est le fuego, enfin, c'est le truc. Comme ça explose. Ben, c'était à Chaillot. C'est plus. Non, c'est plus. Mais c'est bon, voilà, je pense à ça et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je disais ça que les mots, quand ils passent par le corps, mais pas par de l'expression corporelle. Il faut que les mots passent par le corps pour pouvoir les transmettre. Oui, ça, je suis d'accord. Pour moi, les mots doivent passer par le corps. Parce que sinon, ça reste cérébral, ça reste intellectuel. Alors, sur le papier. Il y a des gens qui arrivent à le faire passer. C'est comme tu disais, il y a plusieurs façons. C'est pour ça, je te vois réagir. Je le vois, je fais, oh là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais voilà, donc je pense pas qu'il y ait, et tant mieux qu'il y ait de règles. Non, mais par le. Oui. Non, mais là, si c'est muet, entre guillemets, si c'est vraiment corporel ou mime, comme tu dis, où il dit des choses par ses yeux, par ses positions. Bon, là, on parlait de mots, de vraiment. Et moi, je pense que ce que j'aime, c'est quand ça passe par le corps. C'est-à-dire que les organes vitaux sont des points énergétiques et émotionnels, et quand les mots passent par ces points énergétiques et émotionnels, ils sont à 99% de chances de toucher l'autre. Je suis né dans le Pas-de-Calais, dans les mines en 52. Dans les mines en 52. Quelqu'un qui connaît. Et chez nous, c'était Germinal, hein, ça existait encore. Et mon père m'a dit, mon fils, tu feras le même métier que moi, tu iras à la mine. Bon, la mine, je suis descendu, je suis remonté plus vite que je suis descendu, en jurant que jamais je me chaufferai au charbon. C'est un truc de fou. Quelques années ont passé, vers 25-26 ans, du Nord, je suis descendu à Paris, sur l'invitation d'un ami, qui lui prenait des cours d'art dramatique. Il m'a dit, écoute, tu devrais venir, tu vas voir, c'est passionnant et tout, tu vas voir, ça va te secouer et tout. Effectivement, près de la trentaine, voilà que je me retrouve avec des minots, 14, 15, 16 ans, c'était génial. Je faisais tous les rôles qu'il y avait, mais alors je m'en suis bouffé mort des tonnes, c'était magnifique. Première passion, le théâtre. Dans le cours, il y avait un bouquin qui s'appelait « Comment écrire un scénario ». Je me suis dit, tiens, je vais le prendre je vais le lire. Hein. Je n'ai jamais rendu. Bon. Mais il en a acheté un autre, hein, le prof. Et là, j'ai découvert encore un autre milieu, c'est-à-dire l'écriture scénaristique, le découpage technique, enfin tout ça. Alors, je me suis aidé de quelques bouquins, le rôle de l'opérateur, le metteur en scène et tout ça. Et puis, j'ai écrit 3 scénarios. J'ai poussé même la plaisanterie à faire des découpages techniques. J'ai pris
Mais alors, un plaisir immense. Deuxième passion. Suite à ça, bon, j'ai fait des petits boulots, des petites pubs, des institutionnels, des trucs comme ça. C'était génial, tout allait bien. Un jour, un coup de fil, d'où Germinal, quelqu'un m'appelle, il dit bonjour, Claude Brasseur. Claude Berry, à l'appareil. J'ai dit oui, moi je suis Jean-Paul II. Claude Berry. Voilà. Le téléphone ressonne, toujours Claude Berry. C'est toujours Jean-Paul II. Je ne croyais pas Claude Berry. Je connaissais bien Claude Berry, mais bon. Et puis c'est son casting directeur, Gérard Moulévrier, qui m'appelle, il dit raccroche pas. Ça fait 2 fois que tu raccroches au nez à Claude Berry. Il te veut dans son film, il prépare Germinal. Ouh, je dis qu'est-ce que c'est ça? Je me reparti dans le Nord. Bon. Je vais voir Berry. Écoute, apprends ce texte, voilà le rôle de Rasseneur et tout. J'apprends ça par cœur. Je fais une cassette de VHS. VHS à l'époque, il n'y avait pas. Et je lui donne, il me dit parfait. Oh, bon, parfait. Les jours passent. Et j'ai eu une idée géniale, c'est de me fabriquer, enfin j'ai eu un cancer, des glandes lymphatiques, opéré, plus rien de parler, plus rien. Une année pour me remettre, alors évidemment, adieu Germinal, adieu tout ça. Comme j'arrivais plus à sortir un seul mot, évidemment, les castings, tout ça, c'était terminé, on n'en parle plus. Et vous savez tous que dans ce milieu-là, quand on se fait oublier, ne serait-ce que... Hein, on passe vite à la trappe. J'ai dit, bon, ben, tant pis. Et puis quand j'avais tous mes permis, j'ai dit, tiens, il faut bien bouffer quand même. Bon, je vais faire de l'autocar, du tourisme. Alors, le patron me dit, oh, vous allez commencer au bas de l'échelle. Je dis, oh, oui, non, moi. Il dit, vous allez faire les usines. Oui, oui, on va faire les usines. Troisième passion. Je tombe sur qui? Un personnage alors, fantastique. Il m'a tellement fait rêver par moments, hein, quand je prenais les ouvriers sur le chemin, qu'il m'arrivait de me tromper et de se retrouver 40-50 km au-dessus. Et c'était Hubert Reeves. Troisième passion, l'univers, les univers feuilletés, tout ce qu'il y a. Quoi, ça aussi, ça m'a... Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et j'ai appris et tout ça, j'ai voyagé, mais alors... Mais Hubert Reeves, je le connaissais. Vous écoutiez la radio en conduisant le bus? Non. Je desservais une ligne à Saclay. Et Hubert Reeves travaillait à Saclay à l'époque. Puis on discutait comme ça. Mais alors, jusqu'au jour, j'ai dit, écoutez, M. Reeves, c'est bien beau tout ça, mais le Big Bang, expliquez-moi. Parce que moi, là-dessus, j'étais... Oh, il dit, il y a 2 possibilités. C'est où une particule subatomique, ou alors, il réfléchit comme ça, il dit, qu'est-ce qui va me sortir? Ou alors le doigt de Dieu. Dans un scientifique comme vous et tout, vous croyez en Dieu. Enfin, moi, c'est... Bon. Ça a duré des années. Donc j'ai continué à travailler dans le transport, parce que bon, il fallait bien manger, quoi, et tout. Et puis, là, depuis quelques temps, je suis à la retraite, puis je me dis, hop, on va reprendre ce métier d'acteur, comédien, et puis, on verra bien, quoi. Alors, je viens de terminer l'écriture de 3 mini-scénarios qui vont me servir de bande démo. J'ai trouvé le réalisateur, qui s'est gentiment proposé. Et puis, voilà, on va repartir là-dedans, puis on verra bien. Oui, voilà. C'est génial. Je suis sûr que vous êtes un sublime acteur. Je sais pas. Je sais pas. Mais vous avez une présence. Surtout là, avec votre chapeau, c'est... Mais le problème, c'est